Et tout de suite, l'invité d'Eva Soto, c'est Nicolas Tenzer, enseignant donc à Sciences Po et analyste stratégique. Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes donc l'auteur, je le rappelle, de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Et c'est l'angle mort de ce qu'il joue actuellement au Proche-Orient et dans la guerre Israël-Hamas, une guerre menée contre Israël aussi par le Hezbollah, mandataire de l'Iran, mais également depuis la Syrie. Si la question des relations entre Israël et les États-Unis est régulièrement posée, les États-Unis sont le plus important allié des Israéliens. Plus rarement est évoqué le rôle de la Russie dans la région et pourtant Moscou y est très bien implanté. Mais avant d'y revenir, Nicolas Tenzer, il y a ces tags qui ont été retrouvés sur le mur du mémorial des Justes, au mémorial de la Shoah. Donc, il a été question ces derniers temps d'opérations possibles de déstabilisation de la Russie. Ces mains rouges apposées, elles rappellent le mode opératoire de ces fameuses étoiles de David qui avaient été retrouvées à Paris. Le mode opératoire le rappelle, le pochoir. Alors, votre réaction par rapport à ça? Alors, d'abord, effectivement, évidemment, d'horreur, de condamnation de cet acte antisémite abject. Je veux dire, c'est une profanation. Il faut appeler les choses par leur nom. Bien sûr, on ne connaît pas aujourd'hui avec précision les auteurs. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas été retrouvés, appréhendés. Il n'y a pas de signes, malheureusement, qui permettent de les retrouver. On peut avoir toutes sortes d'hypothèses. On peut avoir, évidemment, un acte antisémite d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça, on n'en sait rien. Et on peut avoir, effectivement, mais je ne veux pas, pour l'instant, préjuger la conclusion, une opération, effectivement, du genre, effectivement, de ces croix de David, qui était, effectivement, une opération téléguidée depuis la Russie, où on avait eu quelqu'un qui avait été payé par les services secrets russes pour tout simplement semer la division à l'intérieur de la société française. Voilà, donc je ne veux pas faire de conclusion dans ce cas-là, mais bien sûr, on peut toujours avoir ce genre de choses. En février dernier, donc, la Russie, dans ses tags d'étoiles de David, a utilisé les Juifs pour déstabiliser la France, jouant aussi sur leurs craintes face à l'antisémitisme. Pourquoi ces cibles choisies par la Russie? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une volonté de s'en prendre à la France. Ça, c'est parfaitement évident de la part de la Russie, tout simplement parce qu'avec la position actuelle d'Emmanuel Macron, qui sont des positions, je dirais, enfin, et heureusement, je dois dire, très résolues devant les actes terroristes de la Russie, qui est un État criminel, voilà, la France est encore une fois, est une cible sur ce plan-là, sur tous les autres. Ensuite, vous avez à l'intérieur de la société française, et bien sûr tous les événements de la guerre entre Israël et le Hamas le montrent aussi, vous a accru aussi des fractures au sein de la société française, pas seulement, on le voit aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Et donc, chaque fois que vous avez des éléments de fracture, quand la Russie peut jouer sur ces fractures, quelles qu'elles soient, et peu importe, encore une fois, leur origine, eh bien, elle le fait. Et bien sûr, on peut voir que derrière, vous avez très facilement, je dirais, la Russie, la propagande, qui va attiser effectivement les divisions, les conflictualités. On l'a vu sur d'autres choses d'ailleurs dans la crise des Gilets jaunes, ou sur les mouvements anti-vaccins, ou de lutte contre le pass sanitaire, qui était fortement, encore une fois, amplifié par la propagande russe, même si ce n'était pas leur origine. Voilà, c'est une tactique habituelle. Les négociations actuelles pour les otages israéliens sont menées par plusieurs intermédiaires entre Israël et le Hamas. La Russie a des liens à la fois avec Israël et à la fois avec le Hamas et même avec le Hezbollah. Ma question peut paraître naïve, mais pourquoi alors la Russie n'est pas impliquée dans ces négociations? Pour une raison très simple. D'abord parce que, je dirais concrètement, je dirais au-delà des apparences, la Russie est d'abord l'allié de l'Iran et bien sûr du Hamas. Et quand elle est alliée de l'Iran, elle est bien sûr par définition alliée du Hezbollah. L'intérêt de la Russie, c'est d'avoir ce conflit, comme d'autres, mais enfin ce conflit quand même, là aussi, amplifié, perduré, des actes terroristes communs. Mais tout simplement parce que vous avez une stratégie globale de déstabilisation de la Russie,
qui est d'ailleurs équivalente à la stratégie de déstabilisation de l'Iran, puisque les deux fonctionnent vraiment en commun accord. Je veux dire, il y a un lien extrêmement fort. Donc voilà, la Russie ne va pas chercher d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le parti que l'on prenne, à résoudre la guerre, la crise. Ce n'est pas du tout son intérêt. Son intérêt idéologique, soyons pas clairs, c'est pas l'intérêt du pays, c'est l'intérêt de Poutine, de sa clique au pouvoir. C'est un intérêt de déstabilisation et de destruction. Encore une fois, il faut quand même rappeler ce lien ancien entre l'Iran et la Russie, le fait que l'Iran fournisse des drones Shahed à la Russie pour commettre ses crimes de guerre et contre l'humanité en Ukraine, le fait que la Russie aide aussi l'Iran dans son programme de missiles balistiques. Je veux dire, penser qu'il y a une neutralité, et d'ailleurs ça a été la grande faute, j'ai souligné souvent, même y compris à votre antenne, Eva Soto, je dirais du gouvernement Netanyahou, c'est de penser qu'on pouvait jouer avec la Russie contre l'Iran, notamment en Syrie. Non, c'est quelque chose qui n'a pas marché. En réalité, la Russie a tout fait d'ailleurs pour renforcer la présence de l'Iran en Syrie, par exemple. Nicolas Tenzer, comment est organisée l'implantation de Moscou actuellement au Moyen-Orient ? Comment ça se divise, comment ça se passe sur le terrain, comment Moscou est implanté? Alors, Moscou est implanté soit directement, soit indirectement. D'abord, on voit que Moscou a des liens, y compris des liens économiques, commerciaux, alors parfois avec quelques reproches de la part de ces pays, où Moscou ne parvient pas à faire complètement l'appui et le bouton non plus, mais avec l'Égypte, par exemple. Et on a vu d'ailleurs le président Sisi avoir une complaisance totale, mais vous avez des liens économiques, vous avez une assistance militaire aussi, il faut pas l'oublier, à l'Égypte qui est important. Vous avez une présence évidemment de plus en plus forte, notamment en Libye, où on sait très bien par exemple qu'il y a une aide de Moscou au maréchal Haftar, parce que la Libye est évidemment un terrain très adéquat pour tous les groupes djihadistes pour aller beaucoup plus vers l'Afrique, et que Moscou a un intérêt bien sûr au renforcement des groupes djihadistes qu'il prétend combattre notamment au Sahel. Vous avez évidemment un lien très fort, alors qui n'a pas complètement fonctionné, mais qui quand même fonctionne très bien entre Moscou et Alger. Je dis qu'il n'a pas complètement fonctionné parce que en fait ils auraient aimé, évidemment le Kremlin, que Alger cesse complètement ses approvisionnements de gaz à l'Europe, et Alger tout simplement qui a besoin de cette ressource, et ses militaires, ses généraux qui en profitent largement, soyons parfaitement clairs, n'ont strictement pas envie évidemment de tarir cette ressource. Et puis derrière vous avez bien sûr l'Iran et toutes ses proxys, le Hezbollah notamment, bien sûr la Syrie, vous avez une présence militaire importante en Syrie où Poutine aide Assad et commet plein de massacres, même équivalent je dirais à Assad d'ailleurs en Syrie, etc. Le régime de Vladimir Poutine, c'est à la fois ce que vous dites, c'est aussi des effets d'opportunité pour déstabiliser. Dans quel but ? Mais je pense que c'est tout simplement un but idéologique, c'est-à-dire que Poutine est en guerre avec tous les principes, toutes les valeurs de l'Occident et de la démocratie de manière générale. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble à la liberté d'expression, liberté dans l'utilisation je dirais, de son corps, liberté d'exprimer ses idées, principe de droits de l'homme, état de droit, c'est quelque chose évidemment que Poutine veut effectivement complètement abolir. J'ai essayé de montrer d'ailleurs dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Notre guerre, de montrer qu'il y avait effectivement cette idéologie de destruction. Et donc, effectivement couvert, il y a des fausses opérations de la part de Poutine, par exemple, de préservation des valeurs familiales. Mais quand on voit effectivement la Russie, c'est le pays où vous avez le taux de divorce le plus élevé. Vous avez également dans ce pays une gestation pour autrui payante qui est autorisée. Donc, quand ils disent « je suis dans la défense des valeurs familiales », sans parler évidemment du fait qu'en Russie, vous avez une dépénalisation totale des violences domestiques, par exemple. Bon, donc, on est dans le faux semblant, mais encore une fois, il y a une guerre globale, si vous voulez, de Poutine, qui est prêt à s'allier à tous les régimes, l'Iran compris, mais aussi la Chine, la Corée du Nord, etc., qui veulent affaiblir le principe de la démocratie et les démocraties elles-mêmes. Est-ce qu'il y a, comme on l'a connu pendant la guerre froide, une tentative de remise en place de deux blocs
actuellement par la Russie? Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus grave que pendant la guerre froide. D'un côté, effectivement, il y a une volonté de la part de Poutine de reconquérir ces zones d'influence anciennes. C'est pour ça qu'il veut sacrifier totalement l'Ukraine et qu'il commet un génocide. Et là, j'emploie le terme, on en avait discuté tout à l'heure, mais il en meurt un génocide physiquement, juridiquement établi à l'encontre des habitants, avec par exemple une déportation massive d'enfants qui sont un génocide. On circule la convention du 9 décembre 1948, destruction volontaire planifiée de civils tués délibérément dans les rues des villes. Mariupol, c'est 50 000 civils tués. Je parle pas d'Izium, de Boutcha, etc. Donc vous avez effectivement ça, mais vous avez aussi la main mise sur la Géorgie. On l'a vu effectivement avec les événements. Vous avez 80% des Géorgiens qui sont européens et un gouvernement à la solde de Moscou qui décide de supprimer complètement et leur liberté et leur avenir européen. Vous avez un soutien au Bélarus. Il a évidemment les menaces sur la Moldavie, les menaces sur les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, qui sont membres de l'Union européenne. Donc il veut rétablir cela. Bien sûr, ça c'est tout à fait évident, mais aller plus loin encore. Aller plus loin parce que c'est véritablement tout l'ordre mis en place, je vais dire, après Nuremberg, qui se trouve effectivement menacé par la Russie. Nicolas Tenzer, vous qui connaissez bien ces questions, comment vous voyez ces prises de position politiques en France par rapport à ce qu'ils jouent en Ukraine et en Russie, notamment de la part de LFI ou du Rassemblement national? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit tout simplement d'abord que ces pays n'ont strictement aucun respect pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour les libertés fondamentales, pour le droit international. Ce sont des pays qui ne condamnent tout simplement l'impérialisme que lorsqu'il est américain. En gros, c'est effectivement, mais ils n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir un impérialisme russe ou un impérialisme chinois ou un impérialisme iranien. Ça, ce sont des choses qu'ils oublient complètement. Donc, ce sont des positions, effectivement, qui font le jeu totalement de la Russie et des puissances révisionnistes. C'est-à-dire que derrière, vous avez de la part de ces partis, et je le dis très clairement, une volonté de détruire l'ordre fondé sur le droit qui a été mis en place, non seulement après Nuremberg, pour moi c'est une référence par définition, mais c'est aussi Nuremberg, c'est comme le moment où les règles du droit international, après codifiées dans des chartes sur les définitions des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, etc., a été défini. Mais c'est l'ordre international mis en place après la Seconde Guerre mondiale que d'une manière ou d'une autre, peut-être involontaire, naïve et sotte, mais parfois je crois tout à fait volontaire et calculé, ils veulent détruire. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, enseignant à Sciences Po, déjà la 3e édition en 4 mois de votre ouvrage Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous.